Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 104. On est très heureux ce matin d'ouvrir le salon Virtuality pour cette deuxième édition ici même. Alors pourquoi un partenariat entre le 104 et Virtuality? Pour vous l'expliquer en quelques mots, le 104 que vous aurez l'occasion de découvrir pendant ces 3 jours. 104, c'est une fabrique de création qui est ouverte aux artistes qui peuvent venir ici du monde entier et de toutes les disciplines pour répéter, travailler dans un atelier et aller à la rencontre des publics. C'est un lieu qui offre une programmation qui est très éclectique, très ouverte aux grandes transformations du monde et de notre société. Et c'est aussi un incubateur de start-up avec, pour certaines d'entre elles, des dispositifs très innovants que vous découvrirez d'ailleurs sur le salon autour des expériences immersives. Donc la VR, elle a évidemment toute sa place ici dans les axes programmatiques du 104. Et ce partenariat avec Virtuality s'est mis en place très, très naturellement l'année dernière, à la fois parce que la VR, évidemment, est un enjeu industriel, un enjeu de recherche pour les startups, entre autres, et nos grandes entreprises, mais c'est aussi, et c'est ça qui nous intéresse également particulièrement au 104, c'est un mode d'expression artistique, esthétique. C'est une nouvelle manière de se représenter le monde, d'écrire le monde. Et cet outil, aujourd'hui, les artistes s'en emparent, qui viennent du spectacle vivant, qui viennent des arts visuels, qui viennent du chant musical. Voilà, donc ce double prisme artistique et technologique d'innovation et création est vraiment ce qui fonde notre partenariat avec Virtuality. Et c'est à cette aune que s'inscrit l'AVR ici au 104, et nous serons certainement appelés dans l'année à vous reparler de VR au 104, puisque c'est vraiment un sillon que nous allons creuser. Voilà. Donc bon salon, et je laisse la parole à Olivier Godest. Merci Valérie. Tout d'abord, je voulais vous saluer et vous remercier d'être présent ce matin. On est très content de cette nouvelle salle de conférence. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de venir l'année dernière, mais on a fait quelques petites optimisations pour nos speakers. Ce qui est bien aussi, c'est que je ne vois absolument rien. Donc nos speakers n'auront pas le trac. Ils peuvent avoir une salle vide ou pleine, c'est pareil. Voilà, bon, je voulais juste faire un petit mot d'introduction pour rappeler vraiment la raison d'être de Virtuality, qui est depuis l'année dernière de vraiment participer à la démocratisation de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte, mais surtout et avant tout de faire de cet événement un accélérateur business par excellence pour que nos entreprises, alors notamment les entreprises françaises qui sont à la pointe de ces technologies-là et qui ont un vrai savoir-faire, puissent dialoguer avec d'autres entreprises, des médias, etc., pour nouer des partenariats, nouer des relations commerciales. Voilà, c'est vraiment ça la raison d'être de Virtuality numéro 1. Et donc, c'est pour cette raison qu'on avait souhaité, avec toute l'équipe, avoir des invités de marque pour cette première conférence d'ouverture et l'orienter économie, avec donc 2 personnes qu'on a le plaisir d'accueillir. Donc, Mathieu Flegg du Hub Institute, qui va vous faire un petit topo sur le business de la VR en général, ce qu'on peut en attendre aujourd'hui et demain. Et avec Stéphane Bordas de la DGE, qui va pouvoir vous faire un petit focus, notamment du coup, sur l'économie en France. Et voilà, c'était vraiment l'orientation qu'on souhaitait donner à cette conférence d'ouverture. Je vous rappelle également que l'export, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous, Virtuality, on va s'exporter à Virtuality Buenos Aires. Je vous dis ça bien évidemment pour vous en informer, mais aussi parce que finalement, c'est la bonne occasion pour nous d'emmener nos entreprises françaises à l'export international. Et voilà, aujourd'hui, on a, je pense, réussi à créer un événement assez important sur le territoire pour permettre à nos entreprises de rayonner. Maintenant, notre objectif, ça va être de participer à leur rayonnement à l'international. Et donc, j'espère que peut-être certains d'entre vous dans la salle pourront venir jusqu'en Argentine pour voir la version Buenos Aires de Virtuality. Donc, Mathieu, à toi la parole. Merci d'être là ce matin. Merci beaucoup Olivier. Très sympathique de revenir à Virtuality. J'étais déjà venu l'an dernier pour parler de réalité virtuelle et des marques. Je fais partie du Hub Institute, donc nous on est un think tank spécialisé en transformation numérique et on a plutôt un rôle d'analyste. Et là l'idée c'est de vous expliquer à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur la partie réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est un sujet dont je m'intéresse depuis à peu près 10 ans, la réalité augmentée aujourd'hui aussi. Et donc, on va lancer. La petite image que vous avez dans le fond, c'est un film qui va sortir qui s'appelle Ready Player One et qui parle notamment de réalité virtuelle, que je vous invite d'ailleurs à aller voir quand il sortira. Alors, hop, voilà. Donc,
Petit retour sur 2017, ce qui est intéressant, c'est que la réalité virtuelle commence à être célébrée, reçoit des prix. On l'a vu notamment au Festival de Cannes, donc du film, au Festival des Cannes Lions, dans pas mal de lieux, pour se dire aussi que la production de réalité virtuelle devient quelque chose qui, en fait, qui est remarquable. Si on s'intéresse un peu aux chiffres, on va voir en fait une accélération entre 2018 et 2019, et notamment dans la production de contenu. Donc c'est la partie grise que vous voyez aujourd'hui là sur ce schéma. On va faire quasiment x2 entre 2018 et 2019 et refaire x2 en termes de chiffre d'affaires sur la production de contenu. Donc aujourd'hui, sur le salon Virtuality, vous avez énormément d'acteurs. La France fait partie, on va dire, des marchés de pointe sur le sujet, et c'est notamment pourquoi est-ce qu'existe aujourd'hui ce salon. Donc, est-ce qu'on arrive vers une démocratisation de la réalité virtuelle ? Plusieurs points en fait qui vont vous montrer que oui, on va dire, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont en marche pour que ça fonctionne. Alors d'abord, pour que la réalité virtuelle, les gens puissent l'utiliser, il faut qu'ils aient des casques. Aujourd'hui, on a 3 acteurs principaux qui sont PlayStation avec le PSVR, HTC avec le HTC Vive, ou encore Oculus de Facebook, avec différentes casques notamment qui vont sortir. Quand ils sont sortis, ces casques, ils étaient très chers. Il fallait notamment pour le Oculus et pour le HTC Vive avoir un ordinateur qui était aussi très cher. Quand le Oculus, d'ailleurs, à l'époque est sorti, tout le monde pensait qu'il allait sortir autour de 400 €, et finalement, ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'on voit, c'est que ces différents casques, pour accélérer justement l'adoption, ont opéré une baisse de prix. Cette baisse des prix en fait, a été assez efficace, puisque au 3e trimestre 2017, on a 1 million de ventes de casques qui ont été opérées. On parle beaucoup de jeux vidéo, parce que forcément, c'est un marché qui est porteur sur le sujet de la réalité virtuelle. Et PlayStation, en fait, se félicite aujourd'hui d'avoir vendu plus de 2 millions d'unités. Et sur la prévision sur 2018, on devrait être à peu près sur 5 millions de casques. Alors, c'est surtout des casques dits premium, parce qu'on peut aussi parler des casques en carton, type les cardboard ou autres. Mais dans les casques premium, et surtout, il y a de plus en plus de casques qui sont proposés. Microsoft, qui a, avec pas mal de partenaires, lancé par exemple des casques de mixed reality, qui font bien sûr de la réalité virtuelle également. Alors le vrai sujet aussi, c'est quand est-ce qu'on est libéré de ce câble qui nous, on va dire, qui nous attache sur l'ordinateur. Comment est-ce qu'aussi on arrive à faire en sorte qu'on puisse proposer des casques sans forcément avoir des ordinateurs qui vont coûter 1 500 ou 2 000 € derrière pour les faire tourner. Et les grands acteurs, type HTC, sortent des casques autonomes. Alors vous connaissez peut-être pas Pico. Pico, c'est une entreprise chinoise qui était au CES depuis ces 2 dernières années et qui propose également un casque. Et je parlais d'Oculus. Oculus, aujourd'hui, va proposer le casque. Un qui s'appelle l'Oculus Go, qui sera à peu près autour de 200 $. Et là, l'idée vraiment, c'est de toucher un maximum de personnes et d'arriver à un nombre assez conséquent d'utilisateurs de réalité virtuelle. Et l'Oculus Santa Cruz, qui est l'équivalent du Oculus aujourd'hui, de l'Oculus Rift, mais en version autonome. Alors, si on parle un peu en termes de business model, aujourd'hui, il y a pas mal de levées de fonds dans le sujet de la réalité virtuelle, mais la question, c'est quand est-ce que, soit en fait, on touche du B2C, donc du grand public, énormément de personnes qui vont qui vont acheter des casques, soit on peut aussi s'intéresser au sujet des salles d'arcade. Donc des salles d'arcade en France et à Paris, par exemple, il y en a plusieurs. On a aussi des équivalents comme le MK2 VR qui est présent aussi à Virtuality. Et les salles d'arcade en réalité virtuelle, ça permet pour 20 € de tester la réalité virtuelle. Et ça permet surtout aux créateurs d'expériences de réalité virtuelle de trouver une façon de se rémunérer et de vendre leurs expériences. Et ça se développe à peu près dans tous les pays, États-Unis, France, Chine et Japon. Je parlais de Facebook. Donc Facebook, eux, ils ont annoncé lors d'une conférence liée à Oculus, qui s'appelait Oculus Connect, qui voulait avoir 1 milliard de personnes en réalité virtuelle. Alors 1 milliard, ça c'est les GAFA. À chaque fois, ils veulent rien faire en dessous d'1 milliard. Mais ça pose quand même quelque chose sur la suite. Ils ont lancé par exemple Facebook Spaces, qui est un peu une sorte de forum en réalité virtuelle, et qui nous fait penser que dans 10 ans, on n'ira plus sur Facebook, mais on ira plutôt dans Facebook. Et là, je reviens sur le jeu, sur le film dont je parlais en introduction, Ready Player One, où on se retrouve à aller dans un univers virtuel et où on a des interactions type Facebook. Donc, la réalité virtuelle, c'est certes du gaming, mais c'est pas que du gaming. Aujourd'hui, on a par exemple Ikea qui a
offert à 14 000 de ses employés des casques de réalité virtuelle. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont offert un casque aux employés. Ils ont aussi offert un deuxième casque que les gens pouvaient offrir. Et tout ça dans une optique de se dire on est à l'avant-garde et surtout on permet aux gens de tester plein de choses. Ikea a été remarqué notamment avec Apple sur le lancement d'une application de réalité augmentée qui s'appelle Ikea Place et ils s'intéressent aussi bien sûr à la réalité virtuelle. Donc si on regarde juste sur le sujet du retail, on a aussi différentes choses. Donc par exemple, le Decathlon qui a mis en place des choses pour tester ses tentes en réalité virtuelle. Adidas qui a proposé des expériences lors de la coupe, autour du football dans un de ses magasins à Paris. L'industrie 4.0, alors ça paraît être un sujet qui vous parle peut-être pas très bien. Hier, j'étais à une conférence qui expliquait que l'investissement des boîtes industrielles en industrie 4.0 par an était de 900 milliards de dollars. Donc 900 milliards, ça fait pas mal d'argent. Et bien sûr, ils s'intéressent à la réalité virtuelle, sur tout ce qui est formation et autres. Et hier, par exemple, j'étais avec une entreprise qui présentait un dispositif en réalité virtuelle où à distance, à des milliers de kilomètres, vous aviez une connexion en fait, grâce à de la donnée et vous pouviez piloter une usine à distance. Pour vous donner un peu une idée de, en fait, on sort de trucs qui sont juste du gimmick et on arrive sur des choses assez costauds. Différentes choses aussi en termes de formation liées à la culture. On a même Pôle emploi aujourd'hui qui se lance dans la réalité virtuelle. Le médical avec des entreprises comme Sim4Health. Sim4Health, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils permettent par exemple à des chirurgiens en réalité virtuelle d'opérer quelqu'un et de pouvoir tester plutôt que de se lancer directement sur un patient en réel. Sur la partie transport, on a des gens comme Air France qui bossent avec une entreprise qui s'appelle Skylights et qui propose sur certaines lignes en fait, de la réalité virtuelle. Ils ont aussi leur nouvelle ligne qui s'appelle June pour proposer ça. Eurostar qui propose une expérience qui s'appelle Odyssée où là, on va dire, il le positionne un peu plus sur des jeunes enfants et tout ça, mais vous vous retrouvez sous l'eau, entre guillemets, avec un monde assez merveilleux qui est développé en réalité virtuelle. Immobilier et construction aussi. Comment est-ce que vous arrivez, vous avez la capacité de visiter votre appartement avant même qu'il soit construit et pouvoir interagir avec ce que sera votre futur logement. Communication événementielle, donc ça c'est un exemple sur Red Bull où j'avais participé à ça il y a à peu près 1 an. Et en gros, c'était un spectacle où vous aviez des gens qui sautaient de 28 mètres de haut. Et en réalité virtuelle, vous aviez la capacité de sauter de 7 mètres de haut et d'avoir l'impression de sauter de 28 mètres. Donc c'était assez cool. Et ça, c'est une courbe d'un institut qui s'appelle Gartner. Donc Gartner, eux, ils sont très connectés à la Silicon Valley, très connectés à la technologie. Cette courbe, je la suis depuis plusieurs années. Il y a à peu près 1 an, ils disaient la réalité virtuelle, pour nous, ça va devenir mainstream d'ici 5 à 10 ans. Et à l'été dernier, ils ont fait une évolution en disant OK, il y a une accélération des acteurs, une accélération de lieux ou d'événements comme Virtuality. Et on pense que d'ici 2 à 5 ans, il va y avoir une adoption assez massive. C'est assez en phase avec ce que nous dit Facebook sur ces 1 milliard de personnes d'ici maximum, on va dire, 5 ans. Et on voit que tout ça évolue. Et la réalité virtuelle est vraiment un sujet qui va devenir, on va dire, très important pour les prochaines années, aussi bien pour les marques que pour les gens. Mais regardons aussi la partie réalité augmentée. Pour vous donner un chiffre, dans les prévisions, d'ici 2021, il y a 1 milliard de personnes qui devraient utiliser de la réalité augmentée sur mobile. Là, c'est des entreprises comme Magic Leap qui lancent leurs lunettes de réalité augmentée qui sont valorisées plus de 4 milliards de dollars. Donc, c'est toute cette partie technologie immersive. Ça fait partie de notre futur. Et aujourd'hui, on a tous des smartphones et on est tous sur la partie, on va dire, tactile et autres. D'ici 10 ans, je serais bien curieux de voir comment est-ce qu'on va interagir avec le digital et comment ce digital va s'intégrer à l'intérieur de notre vie. Voilà, merci beaucoup. J'en termine là. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais remercier Olivier d'avoir invité la Direction générale des entreprises à ce salon, à cette 2e édition du salon Virtuality Paris, qui, rappelons-le, est également parrainé par le président de la République, Emmanuel Macron. Je tenais aussi à remercier Valérie pour l'organisation de cet événement et toute son équipe, et j'encourage toute son équipe qui va être fortement mobilisée ces quelques jours. Enfin, je tenais également à vous remercier tous d'être présents, ce qui prouve le dynamisme de ce secteur en France.
Alors Mathieu a fait avant moi un état des lieux du marché mondial, on va dire, de la VR et de la R. Moi, je tenais à faire un focus sur l'écosystème français. Alors tout d'abord, avant de le faire, pourquoi la DGE est invitée ici? Pourquoi le ministère de l'économie et des finances et le secrétariat d'État au numérique est invité? Tout simplement parce que la DGE porte un intérêt historique à cette technologie depuis la fin des années 90, et notamment par ces écoles que sont l'école des mines, etc., où il y a la création des laboratoires et qui ont publié des documents de référence. En 2013, les technologies immersives ont été identifiées comme stratégiques dans le cadre de la nouvelle France industrielle. Puisqu'elle est identifiée comme stratégique, depuis 2013, la DGE met des outils en place, et notamment par les pôles de compétitivité. Alors, ils existaient déjà, mais 3 pôles de compétitivité ont été identifiés pour porter cette thématique des technologies immersives. Pour rappel, ce sont Cap Digital, Imaginov et Image et Réseau. Et d'autre part, la DGE porte également un certain nombre de dispositifs d'aide afin d'aider au développement de cet écosystème. Donc, un certain nombre de dispositifs, alors certains ont existé, n'existent plus ou sont encore d'existence, le RIAM, le FUI, etc. Donc, depuis depuis le début des années 2000 et avec un accroissement en 2013, ce sont des technologies que nous regardons de très près, que nous encourageons au développement. Développement de l'écosystème français. Mais à quoi ressemble l'écosystème français? J'ai retiré quelques caractéristiques majeures, selon nous. Or, tout d'abord, c'est un secteur qui est issu d'une tradition académique et industrielle. Il est riche, diversifié, dynamique. Il peut compter sur un tissu éducatif et académique dense et de qualité, mais il est aussi fragmenté. Alors, quand on parle de tradition académique et industrielle, la France s'intéresse à ces technologies depuis la fin des années 90, et c'est pour cela qu'on est également reconnu à travers le monde pour la qualité de nos ingénieurs, de nos artistes, etc. Donc à gauche, en 2004, un casque de réalité augmentée sur les têtes des pilotes d'hélicoptères de combat Tigre, portés par Thales. Casque de réalité augmentée pour le tir, entre autres, et la navigation. À droite, casque de réalité virtuelle chez Renault pour la conception, notamment. C'était le SEOS 120 et c'était en 2009, je crois, de mémoire. Donc, même avant. Donc, on voit que la France et ce tissu académique et industriel s'intéressaient à ces technologies depuis longtemps. Cependant, vous voyez bien l'encombrement de ces casques, le coût de ces casques, le coût d'un Kiev, etc. Donc, c'était des technologies réservées, on va dire, à des grosses industries ou aux laboratoires de recherche. Et là, on retombe sur les noms de Renault, Aéronaval, etc. Mais ça existe. Le secteur est riche et diversifié. En effet, si on reprend cette classification qui est portée par le VR Fund, que je pense vous connaissez, qui est déclinée en 3 segments, à savoir le matériel, les plateformes de développement et l'application, le contenu. Mais on va s'apercevoir que dans le secteur français, dans l'écosystème, on va retrouver des acteurs, des entreprises, des startups, des PME, dans chacun de ces segments. On va retrouver des créateurs de matériel, on va trouver des créateurs de plateformes logicielles et on va trouver des acteurs et des créateurs de contenu. Pour vous donner un ordre d'idée
de la répartition, on va dire qu'il y a 10% des entreprises françaises qui se consacrent au secteur matériel, 20% sur les plateformes de développement et 70% sur le contenu. C'est à la louche, il n'y a pas d'études. Malheureusement, il n'existe pas d'études actuelles sur l'écosystème français global. Cependant, Imaginov, le pôle de compétitivité Imaginov, a produit une étude au mois de juillet 2017 sur l'écosystème de la réalité augmentée et la réalité virtuelle en Rhône-Alpes-Auvergne. Et à sa lecture, on s'aperçoit que le secteur est dynamique, avec un tissu académique fort, et qu'il est riche aussi, riche en créativité. En fait, on s'aperçoit en Rhône-Alpes-Auvergne, il y a 150 entreprises qui travaillent, recensées au mois de juillet, donc ça risque d'avoir évolué depuis, qui travaillent sur ces thématiques. Dynamique, parce que ça fait que 2 ans qu'elles travaillent sur de la RA-RV. Donc on s'aperçoit que c'est soit des jeunes structures, soit des structures qui se lancent sur la thématique. Ensuite, en Rhône-Alpes-Auvergne, nous avons 17 laboratoires qui travaillent sur ces thématiques. Je trouve que cette étude est le bon reflet, on va dire, de ce qui se passe au niveau national, à savoir un fort tissu académique et de recherche, de fortes écoles, aussi bien en développement, en ingénieur qu'en graphisme. On a des entreprises dynamiques, des jeunes start-up, des grands groupes, des PME, des ETI. Donc je trouve que c'est un bon reflet. Ce qui est important également, ce qui prouve le marché, le dynamisme du marché, c'est qu'1 tiers des chefs d'entreprise prévoient d'embaucher d'ici les 2 ans. Ah, je suis allé trop vite, pas assez vite, pardon. Donc, 2 choses très rapides. Ce secteur est très riche, très diversifié, mais contrairement aux entreprises américaines, il est très fragmenté, c'est-à-dire que chacun est dans son coin. Pour concurrencer et pour avoir une réelle chance d'exister au niveau international et ne pas se faire absorber par les grands groupes qu'on a évoqués tout à l'heure, il est nécessaire de créer un esprit d'équipe à créer ensemble, tous les acteurs de ces filières, pour avoir une présence à l'international. Donc créer un esprit d'équipe, mais en gardant les singularités de chacun. Je vous remercie, excusez-moi du petit retard.